On a différents sujets sur lesquels les jeunes vont être sollicités et en tout cas, c'est tous les projets qui vont être développés, qu'ils soient destinés aux jeunes ou aux parents, apparaissent vraiment comme une plus-value pour tout le monde et il y a une dynamique qui commence à prendre maintenant au niveau de la co-construction de ces projets, avec une mise en réseau finalement, des acteurs de l'éducation nationale, des entreprises, des associations et C'est la machine à c'est la café qui machine. s'éteint. Ah OK, Ah, voilà. on Donc, va reprendre le dernier point après que les... OK, après je sais plus où j'en étais. Le vent souffle, le corps s'éveille, un pas de vent puis une merveille. Ce n'est pas la course, c'est le chemin, un geste après l'autre, une vie en main. Pas besoin d'être un champion pour gravir ses propres horizons. Le sang circule, les bras s'étirent, les peines s'envolent, le corps respire. Le mouvement redonne cette force, celle qui permet de tenir, d'avancer, d'endosser. On n'oublie pas les épreuves endurées, on se redresse, on se bat, on s'élance. Monter les escaliers, marcher en ville, un étirement doux, une force tranquille. Le temps s'enfuit, mais le corps se souvient, chaque pas écrit, l'avenir qui nous vient. Le sport n'est pas une fuite, c'est une arme, une main tandis que le corps s'alarme pour ceux qu'on dit fragiles mais qui sont là. Chaque geste est une preuve, vous êtes plus fort que ça. Alors avance, respire un souffle à la fois, car chaque mouvement est une victoire qui s'écrit en toi. Emmanuel, Aude, Enchantée. tu m'avais dit juste avant qu'on enregistre, je peux te tutoyer? Oui, Je peux le faire? pas de problème. Aude, je vous vois. Oh non, on peut tutoyer. Non, non, bah non. Ok. Moi, je ne peux pas la tutoyer, par contre. Ouais, non. Et ça, je trouve ça un peu... Pourquoi? Parce que c'est une vieille dame. On peut se tutoyer, du coup? Bah oui. Merci, c'est gentil. Non, je rigole, mais évidemment qu'on se tutoie. C'est pourquoi? Mais dis merde, j'ai Elle déjà marche du mal direct. à enlever le vous. Alors si après on me dit que Non, non, on on va se être perdu, tutoie, moi. on se tutoie, c'est... Y arriver, hein. Donc tu me disais en off juste avant qu'on enregistre, ça fait 3-4 ans que vous travaillez ensemble, les deux structures, la Cité éducative et la Pas de Géant. Et comme je t'en ai parlé brièvement, ça peut être intéressant de se questionner quelles ont été les motivations, comment vous en êtes arrivé à débuter le partenariat, la collaboration. C'est quoi la genèse du projet à deux? À deux, la genèse du projet. Ouais. Bah, la genèse, c'est parti du fait que dans un premier temps, on nous a sollicité, c'est la mairie qui nous a sollicité pour répondre à une demande d'animation d'activité physique sur les temps du midi. On a commencé à côtoyer les écoles primaires et la cité éducative et on a fait la rencontre d'Emmanuel et de là, les échanges et plein de projets sont nés et ont été mis en place au fur et à mesure des années. Exactement. On a eu une première labellisation cité éducative au niveau du territoire d'Épinay en 2022. Suite à ça, il a fallu se structurer. Donc, il y a eu un chef de projet opérationnel côté mairie qui a été désigné et côté éducation nationale, un coordonnateur, donc moi-même. Et sur les premiers temps de construction, et plus précisément, je dirais, dans le cadre d'une commission thématique, à savoir garantir le bien-être de l'enfant et du jeune, une des 5 commissions, un des 5 axes de la cité éducative, on a eu la possibilité d'échanger avec d'autres partenaires et très vite de pouvoir mettre en place des projets, puis des actions avec tous les jeunes de la cité éducative et essentiellement, au début en tout cas, les jeunes de cycle 3, c'est-à-dire de CM1, CM2. Les cités éducatives, c'est absolument pas un nouveau dispositif, mais c'est une démarche qui vise l'alliance des différents acteurs de territoire. C'est une démarche dont le principal objectif, c'est de conforter le rôle de l'école, évidemment, mais aussi ouvrir le champ des possibles. Et c'est une démarche qui est destinée aux jeunes, qu'ils soient scolarisés ou pas, de 0 à 25 ans. Donc, il s'agit d'actions qui vont être développées sur le temps scolaire, autour du temps scolaire, avant, pendant, après, avec différents acteurs de territoire, je le disais, des associations, la mairie, mais également l'éducation nationale. Donc c'est assez récent, ce sont des labellisations de 3 ans. Nous avons eu notre première labellisation, je le disais, en 2022. Elle s'est achevée en 2025. Et là, en 2025, nous avons eu une relabellisation pour 3 ans, avec évidemment la même dynamique et aussi des fonds
qui arrive via l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ministère de la Ville, qui nous permet de développer ces projets. Mais la cité éducative, c'est pas simplement une question d'argent, c'est une question vraiment de co-construction, de rencontre entre les acteurs pour essayer d'aller au plus près des besoins de chaque jeune, scolarisé ou pas, avec toujours pour notre cité éducative des axes fondamentaux qui sont garantir le bien-être de l'enfant et du jeune, dans un axe dans lequel on va retrouver des actions sur l'alimentation, sur le bien-être, sur la parentalité. Et c'est dans ce cadre-là que A Pas de Géant a été sollicité. Mais également, on va avoir des actions sur faire de la ville un territoire apprenant. On va avoir des actions sur l'inclusion, donc que ce soit le handicap ou l'inclusion des élèves et des jeunes allophones. Et le dernier axe, favoriser la persévérance scolaire. Et là, on va travailler sur des projets concernant non pas le décrochage, mais l'accrochage des jeunes, notamment au collège et au lycée. Donc c'est très vaste, on va pouvoir parler de santé, d'égalité filles-garçons, d'alimentation, de prévention des risques, c'est une problématique de notre territoire, mais également aussi de culture. Voilà, on a différents sujets sur lesquels les jeunes vont être sollicités. Et en tout cas, c'est tous les projets qui vont être développés, qu'ils soient destinés aux jeunes ou aux parents, apparaissent vraiment comme une plus-value pour tout le monde. Et il y a une dynamique qui commence à prendre maintenant au niveau de la co-construction de ces projets, avec une mise en réseau finalement des acteurs de l'éducation nationale, des entreprises, des associations. Et C'est la machine à c'est la café qui machine. s'éteint. Ah, ok. Ah, Voilà. on Donc, va reprendre le dernier point après que les... ok. Après, je sais plus où j'en étais. On a discuté brièvement en arrivant d'une double visée de ces collaborations. Il y a les jeunes, et je comprends aussi les parents à ce moment-là. Mm. Et la prévention et la sensibilisation, elle intervient aussi auprès du corps professoral. Et je serais curieux serait curieux de comprendre les mécaniques, le dispositif, comment vous adressez les points de différentes personnes et en quoi ça consiste sur le terrain. On peut développer cette capacité dans ce cadre-là. Les capacités Non, oui, peut-être ça. et classe en mouvement aussi. Parce que Ouais. du coup, D'accord. Donc, dans ce cadre-là, suite à un travail en commission, c'était, je pense, 2022-2023, quand on était vraiment dans un timing très olympique, Jeux olympiques et Jeux paralympiques, on a eu, lors d'une réflexion commune avec d'autres acteurs également, des directeurs d'écoles élémentaires, directeurs d'école maternelle, des professionnels de santé, on a eu l'idée d'axer notre travail, notre réflexion sur les activités physiques adaptées. Pourquoi ? Parce qu'on avait ici un partenaire de qualité identifié du territoire qui travaillait déjà un petit peu avec la mairie et on a voulu construire ensemble un temps riche pour bon nombre d'élèves, puisqu'ils étaient 350, pour développer un projet non pas de sport, mais un projet d'éducation civique et morale pour développer les activités physiques adaptées avec plusieurs axes, plusieurs volets de formation notamment, et je te laisserai la parole pour développer la formation, mais aussi sur des temps de sensibilisation par rapport aux élèves, avec également de la mise à disposition de matériel pour que des activités physiques adaptées puissent être développées dans les écoles. Donc on a eu une volonté, voilà, il y avait la volonté d'inclusion. Les écoles d'Épinay-sous-Sénart reçoivent beaucoup d'enfants en situation de handicap, en tout cas de plus en plus sont diagnostiqués. Et il y avait une volonté aussi de former un petit peu les enseignants aux problématiques du handicap et à l'accueil de ces enfants. Donc pas l'intermédiaire de l'activité physique adaptée. Donc on a proposé des activités physiques qui pouvaient être adaptées aux enfants en situation de handicap, mais à tout enfant, parce que aussi notre intérêt c'était de faire découvrir d'autres activités et de les mettre en mouvement pour pouvoir aussi inclure et donner des clés, des billes aux enseignants pour l'accueil de ces enfants.
Voilà, donc il y a eu ce volet formation auprès des enseignants et des élèves. Et puis sur le projet capacité, il a été très riche puisque on parlait de territoire tout à l'heure, chaque classe participant à ce projet a été jumelée avec un institut médico-éducatif du territoire aussi. Et c'est là que Aude a joué un rôle important puisqu'elle allait solliciter, c'est elle qui avait les contacts avec les IME qui ont pu être sollicités pour pouvoir créer un réel partenariat et un réel jumelage avec des classes. Donc là, ce projet d'éducation civique et morale prenait tout son sens, puisque effectivement, il y avait ces temps de pratique commune, mais il y avait aussi des temps de rencontre qui étaient totalement organisés par les classes. Ça pouvait être sur un volet artistique ou autre, des rencontres littéraires. Et donc, il y a eu un lien qui s'est fait assez vite dans l'année, et avec comme point d'orgue quand même cette semaine paralympique, tout début mai 2024, donc sur un timing très précis où tous les élèves qui avaient participé au projet, CM1, CM2 et IME mélangés, ont pu participer à des Olympiades avec une semaine totalement dédiée, avec une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, avec des démonstrations de sport adapté, du tennis fauteuil en l'occurrence. Il y a eu un parcours de la flamme, il y a eu également un partenariat artistique avec un photographe qui a exposé à la Maison des Arts et de la Culture d'Épinay. Donc je parlais vraiment de partenariat, c'est que là aussi des lieux de culture étaient sollicités, donc des photos qui avaient été prises sur les Jeux de parathlétisme de septembre, je crois 2023. Donc ces photos-là, elles ont été travaillées par les élèves. Il y a eu des productions d'écrits en lien avec ces photos. Donc voilà, c'est un projet avec plein de petites parenthèses à droite à gauche. Et il y avait réellement un intérêt. Il s'est passé quelque chose puisque toute une cohorte a été sensibilisée, pas que aux activités physiques adaptées, mais au handicap et plus précisément au handicap invisible. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ces élèves-là aussi ont pu bénéficier d'autres actions de sensibilisation au handicap invisible avec d'autres acteurs aussi de la cité éducative. Voilà, donc je vais peut-être laisser la parole un petit peu à Aude pour parler de ce projet capacité ou peut-être parler d'un autre projet. Oui, bah après sur capacité, c'est vrai que nous on avait déjà travaillé un petit peu avec les écoles sur la sensibilisation au handicap, donc on a voulu élargir et on avait ce regard, ce positionnement où voilà, une connaissance un petit peu de l'éducation nationale et surtout une connaissance du milieu des établissements médico-sociaux. Donc on a pu faire le lien entre les deux structures où souvent c'est chacun un petit peu de son côté. Pourtant les écoles reçoivent des enfants en situation de handicap, donc il y a des liens, des passerelles à faire si ça peut faciliter des contacts et la prise en compte d'enfants différents. Et ce projet, il est vraiment cité parce que sur la semaine paralympique, on a été sollicité le lycée. Donc les lycéens ont participé à l'encadrement, à l'animation aussi des ateliers des Olympiades. Donc ils ont, à travers, un peu plus indirectement, ils ont été aussi sensibilisés au handicap, parce que du coup, ils ont côtoyé ces enfants en situation de handicap lors des ateliers, et ils ont été aussi on les a mis un petit peu en avant, parce que sans leur présence, on aurait eu du mal à coordonner et à gérer tous les ateliers, parce que y avait énormément d'enfants. On voulait aussi essayer de montrer aux élèves, même si c'est quand même peu palpable pour eux. C'est-à-dire que même s'ils peuvent voir des images à la télévision de sport paralympique, on va voir des athlètes en fauteuil ou des athlètes, c'est pas forcément écrit, on le voit pas forcément directement, qui sont sur handicap invisible. Et le handicap invisible, il est fortement lié aux problématiques de harcèlement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a un peu appréhendé les choses. C'est-à-dire que des élèves harcelés peuvent être des enfants porteurs de handicap invisible. Donc on a voulu les sensibiliser sur ce point-là. Et le handicap invisible, on l'a au quotidien dans nos classes de CM1 et de CM2, avec des enfants qui peuvent avoir des troubles autistiques, qui peuvent avoir des TDAH, et qui peuvent avoir différents troubles. La différence est marquée, mais on n'arrive pas forcément à mettre un nom dessus. Donc on voulait travailler là-dessus. Et en se rapprochant des établissements sociaux et médico-sociaux comme les IME, là on était en contact avec des élèves aussi qui n'avaient pas de difficultés sur le plan sensorimoteur, mais c'était plutôt sur du plan mental. Donc voilà, voir qu'il y avait une différence
pour nos élèves, la percevoir et la comprendre et l'accompagner. C'était un petit peu ça l'idée. C'est vraiment pour ça qu'on parle de projet d'éducation civique et morale avec une porte ouverte vraiment sur l'acceptation de l'autre, sur la tolérance. Et c'est en ce sens-là que ce projet Capacité au singulier 2024 qui comprenait vraiment que la cité d'Épinay-sous-Sénart. Il se développe maintenant en 2026 où on poursuit ce partenariat avec APA de Géant et la maison de santé et toujours les écoles sur Capacité au pluriel 2026 dans un cadre olympique puisqu'on aura les Jeux olympiques d'hiver en 2026 et on l'ouvre avec derrière évidemment toujours cette notion d'acceptation de la différence mais aussi de prévention des risques puisque ce sont les communes de Boussy, Saint-Antoine et de Quincy-sous-Sénart qui sont vraiment en prise avec notre commune sur la question des RICS, que nous allons mener le même projet avec encore plus d'établissements sociaux et médico-sociaux, une clinique école également, et tous ces élèves qui là aussi vont être formés, vont être équipés en termes de matériel au niveau des écoles. Les enseignants sont formés aussi, et l'idée c'est qu'on puisse jumeler cette fois-ci une classe de chaque ville, et un IME, et qu'on puisse aussi développer des rencontres, qu'elles soient sportives ou pas, entre ce public, que ces élèves apprennent à se connaître, avec comme médiateur en quelque sorte nos élèves des IME, nos jeunes des IME. C'est en ce sens qu'on l'a réfléchi, qu'on veut le développer, qu'on a commencé à travailler dessus, puisque les formations, les sensibilisations enseignantes ont eu lieu, et les sensibilisations des élèves, c'est en cours. Voilà. Ces projets, ces partenariats viennent déconstruire des stéréotypes, des a des priori préjugés qui perdurent, j'ai l'impression, de manière systémique et de manière passive. Et ça, je serais curieux de savoir, est-ce que avec vos premiers projets, vous avez eu des retours d'expérience sur le terrain de la part que ce soit des enfants, adolescents, des parents ou même du corps professoral sur l'impact, les changements qu'ils ont observés sur le terrain, les relations au sein entre les jeunes. Un des facteurs importants, notamment, c'est les réseaux de soutien social entre les jeunes pour prévenir des problèmes de santé mentale. Qu'est-ce que vous avez entendu, qu'est-ce que vous avez observé sur le terrain ? Nous, on est plus éloignés, parce qu'une fois qu'on a fait les sensibilisations, les élèves, on ne les côtoie pas au quotidien. Donc je pense que ça va être plutôt les enseignants qui vont ressentir ça. Après, on a eu de très bons retours, et on voit, déjà on a pu voir sur la semaine paralympique, des contacts, des relations qui se mettaient en place, qui se seraient peut-être pas mis en place s'il n'y avait pas eu ces échanges avant cette semaine. Il y a même des institutrices qui ont gardé contact avec des IME. Donc on voit bien que ça répond à un besoin et que ça a créé un lien entre les deux établissements. Après, il est toujours difficile de mesurer comme ça les impacts en tout cas sur cette action, mais il faut savoir que cette action-là, précisément sur des CM1, CM2 qui sont actuellement au collège, c'est une action qui intervient dans le parcours citoyen de l'élève. Le parcours citoyen de l'élève, il commence dès la toute petite section, avec beaucoup de sensibilisation par le biais de la littérature de jeunesse sur des thématiques d'acceptation de la différence. On y travaille tout au long des cycles, cycle 1, cycle 2 et au cycle 3. Là, effectivement, il y a des échanges privilégiés qui ont eu lieu et qui ont perduré entre les enseignantes et leurs élèves. Disons que ça fait partie de la formation et de l'histoire de l'élève. C'est-à-dire que, voilà, nous, cette année-là, nous, on a fait ça. Je pense que ça a ouvert quelques perspectives chez les élèves. De là à dire, de là à avoir des résultats très concrets, c'est assez difficile. Mais je pense quand même, vous savez, c'est un petit peu comme dans tous les projets de la cité éducative qui concernent des jeunes qui sont un petit peu éloignés de l'école, que ça concerne des tout petits qui arrivent à l'école ou des parents. On plante une graine, c'est un petit peu l'idée. On plante une graine et elle a le mérite d'être plantée, elle est là et on voit un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un des objectifs quotidiens de nos enseignants sur le terrain, de développer ces compétences-là chez nos élèves. C'est une évidence et c'est d'une importance capitale. Donc là, actuellement, ce sont des élèves de 6e et 5e qui ont participé à ce projet. Et là, on reprend deux niveaux CM1, CM2. Donc si on arrive à faire ça chaque année, ça fera partie du parcours citoyen d'un élève d'Épinay-sous-Sénart. Donc c'est pas rien. Et surtout, ce qu'on n'a pas dit, c'est que chaque école a pu être équipée par le biais évidemment de financement de la cité éducative, mais aussi de l'éducation nationale, par le biais de notre école Faisons-la ensemble. Chaque école a été équipée de matériel
c'était pas one shot, c'est-à-dire que ce matériel permet à ces actions de perdurer dans le temps. Et à titre d'exemple, ces élèves-là qui ont pu bénéficier de l'action ont été un peu ambassadeurs des activités physiques adaptées et ont pu développer dans le cadre d'actions de journées d'intégration ou autres, comme c'est le cas dans des écoles là actuellement, ont pu développer et proposer ces actions-là aux autres élèves qui ne sont pas de ce niveau. Et même sur certaines écoles, en fin d'année, pour travailler sur la liaison maternelle élémentaire, les grandes sections étaient invitées et partageaient des temps d'activité physique adaptée, Sarbacane, Boccia, parcours à l'aveugle, avec les CM1, CM2 qui, eux, animaient réellement. Donc ces actions-là, elles sont sur tout au long de l'année finalement, elles se déroulent sur tout le long de l'année. Tout a été dit, c'est vrai que l'évaluation, c'est compliqué on peut pas l'évaluer. On verra peut-être le comportement des enfants qui vont changer dans la rue quand ils vont croiser une personne en situation de handicap. Peut-être que, ou au collège, au lieu de se moquer, il va se dire « Ah oui, il est différent parce que il est comme ça, il a ça ». Et déjà, si l'enfant réagit comme ça, on a tout gagné. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'effectivement, on a cette partie formation, cette partie matérielle. Le troisième volet que je n'ai pas évoqué, c'est le transport. C'est-à-dire que nous avons eu un financement de transport qui a permis à chacun de ces élèves, donc les CM1 à la rentrée 2024, après les Jeux Olympiques, étaient devenus des CM2, les CM2 étaient devenus des 6e, et bien les 3 premiers jours de la rentrée, ils ont pu assister aux Jeux paralympiques à Paris. C'est-à-dire que le transport que nous avons obtenu a permis de se déplacer sur les lieux. Et là, ça a fait sens. Alors, on a pu assister à de la paraéquitation, du volley assis, on a eu du parathlétisme. Donc, ça aurait été intéressant après de questionner ces élèves-là sur ce qu'ils ont ressenti, parce que pour le coup, ça a fait sens. Et au niveau aussi de la télévision, on a pu assister à beaucoup d'épreuves. Voilà, tout le monde a en tête ce nageur brésilien ou des athlètes français, cette médaille d'or française à la boccia. Et les enfants en ont parlé aussi, en tout cas ceux qu'on avait gardés, ceux qui avaient vécu le projet en CM1 qui étaient devenus des CM2, ont pu en reparler. Mais en tout cas, voilà, il y a eu une sensibilisation aussi aux Jeux paralympiques. Vous avez utilisé l'expression de planter une graine, et en termes de devoir et de devenir, j'ai envie de dire, de la jeunesse, en termes de citoyenneté, de devoir citoyen et d'être en société, j'ai l'impression que c'est un rôle majeur et que ça c'est une vision long terme importante, à grande valeur ajoutée. Est-ce que c'est le cas? C'est ce que l'on espère en tout cas. C'est ce que l'on espère. C'est ça. C'est ce qu'on espère. Après, on essaye de surfer tout le temps sur une année aussi olympique ou paralympique. Donc on a eu 2024, 2026. Voilà, je ne sais pas ce qu'il en sera en 2028. Mais en tout cas, c'est une volonté des porteurs de projets, puisque sur ce projet, il y a évidemment 2 directeurs d'élémentaire et moi-même, plus tous ces partenaires que nous avons. Je pense que c'est une volonté et ça va... L'idée, c'est quand même de pérenniser un maximum. Oui, nous, on a cette volonté. À Pas de Géant, on n'accompagne que des personnes à besoins spécifiques. Donc, cette notion de différence, de handicap, pour nous, c'est important de pouvoir inclure et être dans l'inclusion et que toute personne trouve une solution, quelle que soit sa forme, son handicap, son niveau. On vit tous dans la société, donc tout le monde a le droit de bouger, de partager des moments, quelle que soit sa différence. L'adoption de ces programmes-là par la communauté, ouais. les parents notamment, comment c'est reçu? Les parents, ils étaient, je pense, pas très investis dans le projet. C'est une problématique que l'on a, c'est de réussir à investir et à sensibiliser les parents sur quel que soit le sujet. Là, vraiment, le projet s'adressait aux enfants, aux enseignants. Les parents, et je pense, ont eu sûrement des retours de leurs enfants, donc par l'intermédiaire de leurs enfants, ont été sensibilisés, ont entendu parler du handicap. J'ai pratiqué cette activité, j'étais avec un enfant en situation de handicap, il réagissait comme ça. Donc, par la parole de l'enfant, on arrive à un petit peu à semer des petites graines, peut-être aussi chez les parents, et faire évoluer leur façon de voir les choses par l'intermédiaire des yeux de leur enfant. Mais après, sinon, c'est quand même compliqué
Vous parliez de défis, c'est réellement le trou dans la raquette. C'est-à-dire que sur d'autres projets de la cité éducative, notre difficulté, c'est d'aller chercher les parents. J'ai parlé tout à l'heure de cet axe garantir le bien-être de l'enfant et du jeune. Là-dedans, on a des actions de parentalité. Beaucoup d'actions de parentalité se développent sur la cité éducative, parfois avec difficulté. C'est difficile d'aller les chercher. Mais sur cet aspect-là, sur ce projet-là, c'est vrai qu'on a ce manque. Après, on peut très bien y remédier en faisant des temps partagés à l'école, parce que l'idée aussi c'est de faire rentrer les parents à l'école, c'est un de nos objectifs dans la cité éducative, de les faire rentrer, et pourquoi pas par le biais des activités physiques adaptées, où je vois très bien APA de géant venir et proposer un temps de pratique parent-enfant. Voilà, et là il y aura une sensibilisation, et là on pourra les faire venir, certainement. Mais c'est vrai que ce sujet d'investissement, on va dire, des parents, c'est pas simple. On a monté un autre projet dans le terme de la cité éducative qui était bien-être, bien pour jouer, bien-être en mouvement, qui était avec les classes de 5e, qui était essentiellement sur la lutte contre la sédentarité, la lutte un petit peu contre les écrans. C'était pas l'idée de plus utiliser l'écran, mais c'était de se servir de l'écran comme challenge pour essayer de rajouter de l'activité physique. Donc, ils avaient donc ça a commencé par une sensibilisation à l'activité physique, au mouvement, à tous les enfants de 5e, tous les élèves de 5e. Et on a aussi voulu sensibiliser les parents. Donc, il y avait plusieurs temps de rencontres avec les parents. Sauf que sur cette classe, on a dû avoir 5 parents. Donc, c'est vraiment que ça montre que, voilà, réussir à solliciter et d'avoir les parents sur des projets, ça reste un sujet compliqué. Je te rejoins, tout à fait. C'est très compliqué. On essaye de développer des stratégies sur ce point-là. Il faut dire qu'il y a des périodes charnières, en tout cas dans la scolarité d'un enfant, sur tout ce qui est transition, c'est-à-dire les arrivées à la maternelle, les arrivées à l'école élémentaire ou au collège. Là, on va avoir un investissement des parents, mais qui retombe assez vite derrière. Donc, on a des progrès depuis le début de la cité éducative, et depuis notamment les cafés des parents, les cafés poussettes, etc. On commence à avoir un peu plus de monde. Une communication aussi qui était parfois défaillante, qui est améliorée. Les parents ont une idée plus précise de la cité éducative, de ce qui s'y passe. Et donc, il y a un peu plus de participation. Mais ça reste toujours un peu difficile. Ouais. Il y a d'autres défis dans ce sens-là, j'y pense maintenant, juste en développer un, au niveau de l'éducation nationale. C'est que lorsqu'on propose ce type de projet sur une cohorte, ça veut dire ça veut dire 5 établissements scolaires et beaucoup d'enseignants. Et lorsqu'on leur propose, il faut qu'on leur propose en amont pour qu'eux, on ne leur plaque pas un projet non plus, il faut qu'ils adhèrent au projet. C'est-à-dire que les enseignants devaient avoir connaissance de ce projet bien en amont, c'est-à-dire en mai-juin 2023, pour que ça puisse aussi coller à leurs préoccupations dans le cadre des projets d'école. Il fallait l'adhésion de tous. Et on a la chance sur Épinay-sous-Sénart d'avoir des enseignants de CM1, CM2 qui restent à peu près sur leur niveau. Et il fallait que ce soit un choix sur une cohorte. Donc on espérait qu'ils puissent s'impliquer. Et tout le monde s'est impliqué dans ce projet. C'était aussi un petit défi pour nous, voilà, d'arriver à leur faire passer le message. On va faire ça, mais de telle manière, etc. Il fallait vraiment avec beaucoup de pédagogie, il fallait essayer d'aller les chercher pour les impliquer un maximum et pas leur plaquer des choses. C'est pour ça que dans leur lien avec l'IME, avec les IME, ils avaient une liberté. Certains ont choisi de faire des rencontres littéraires, des pique-niques, d'aller voir une expo. Enfin, il y avait différentes choses et il fallait leur laisser un petit peu ça. Et ça, c'est un défi qu'on avait un peu identifié et qui a été plutôt bien relevé. En tout cas, mieux que celui de l'engagement des parents et de la participation des parents. Aujourd'hui, dans les projets à venir, comment vous insérez ça et qu'est-ce que ça donne? Quelles sont les prochaines étapes à venir dans la collaboration, dans les partenariats? Avec la cité éducative, oui. Il y a plein de projets qui ont vu le jour à la suite de ce projet-là. On a travaillé avec les classes de CM1 sur un projet qu'on a appelé les 5 sens en mouvement. Donc, c'était les sensibiliser au bien manger et au bien bouger. Donc, il y avait une découverte des légumes, des goûts des légumes avec une diététicienne, bien sûr, sur comment bien manger et des notions d'équilibre alimentaire adaptées à l'âge des enfants. Et nous, à Pas de Géant, en parallèle, on les avait sur comment bouger, leur montrer qu'on peut bouger en faisant des choses simples et comment aussi fonctionnait le corps.
parce que du coup, on mange, mais pourquoi on mange? Parce qu'il faut nourrir ce corps a besoin d'énergie et c'est par l'alimentation qu'on a de l'énergie et que c'est indispensable de bouger pour être en bonne santé. Voilà, je rejoins Aude sur le fait que Capacité, un projet fort, a lancé d'autres projets qui ont été en lien avec les mêmes problématiques ou des problématiques parallèles, on va dire. Ouais. L'alimentation, tu le disais, avec ce projet pour les CE1. Et ce qui était intéressant, c'est que on avait donc, et c'est en ce sens qu'il y a une articulation entre les différents partenaires, c'est qu'il y avait des écoles qui avaient un besoin identifié sur l'alimentation notamment. On est allé chercher Apat Géant qui nous met en relation avec la diététicienne de la maison de santé et en plus on va trouver une maraîchère qui va fournir des légumes bio sur ce projet. Oui. Donc voilà, à ce niveau-là, nous on voit ce qui peut être fait en lien avec évidemment notre référent institutionnel à nous les enseignants, savoir qu'est-ce qu'on va développer comme compétences chez l'élève, parce qu'il ne faut pas qu'on se marche dessus, donc on essaye là aussi de se rencontrer pour construire, c'est ce qui a été fait, et de manière plutôt intéressante et réfléchie. Et donc il y a eu ce premier projet où la diététicienne venait dans les classes, faisait un travail sur les représentations initiales, sur les familles d'aliments par exemple. Il y avait un temps où ils étaient ici sur la maison de santé, où ils cuisinaient et où ils bougeaient, et comme tu le disais. Donc il y avait ces temps-là pour tous les CE1 sur toute une année. Là aussi, je parlais tout à l'heure de cohorte, et c'est vraiment un travail sur toute une cohorte. Donc ils ont eu ce temps sur l'alimentation, voilà, qui a aussi travaillé de manière un peu différente en grande section et en CP avec d'autres partenaires. Mais il y a eu aussi bon nombre d'autres projets avec APA, mais je vais laisser Aude peut-être. Après, voilà, notre champ d'action, on est sur la prévention santé par le mouvement. Donc, on est venu aussi, grâce aussi à Emmanuel et des enseignants, on a travaillé sur le bien-être en classe, parce que du coup, les enfants, et notamment ça rejoint un petit peu aussi Capacité avec cette notion d'enfants différents, d'enfants en situation de handicap. Rester en classe assis toute une journée, ça peut être compliqué et pour l'enfant comme pour l'enseignant de pouvoir tenir et de permettre à cet enfant d'apprendre et de bouger, alors qu'on lui demande d'être assis, il a toujours besoin de bouger. Donc on est venu faire une expérimentation en équipant 2 classes, De classe, oui. je ne me trompe pas, 2 classes de Swiss Ball, de vélo bureau, de base instable, d'élastique, pour faire ce qu'on appelle une classe apprenante en mouvement. Donc les enfants pouvaient bouger, donc c'était structuré, c'était mis en place avec l'enseignante. Donc il y avait des temps, chaque enfant avait le droit de passer 5-10 minutes sur le vélo assis dans la journée, c'était organisé, mais pour qu'ils puissent bouger, et qu'ils ne restent pas sédentaires, parce que nous, notre idée aussi, c'était de lutter contre la sédentarité, bouger, mais tout en travaillant, tout en apprenant. Exactement, une classe en mouvement qui existe toujours puisque l'équipement est pérenne et il est utilisé. Là aussi, le choix des enseignants a été fait et pas par hasard, puisque nous avons des enseignantes formatrices qui voient passer des jeunes futurs enseignants ou des jeunes enseignants sur les classes qui peuvent voir ce qui s'y passe. Et effectivement, le besoin identifié, on ne fait pas un projet comme ça, on ne va pas dire tiens, on va faire quelque chose avec Apat Géant. Non, il y avait un besoin. Beaucoup d'enseignants disent ça bouge beaucoup dans les classes, c'est difficile maintenant d'avoir des enfants assis. L'école a changé, les enfants ont changé. Voilà, souvent on réfléchit avec, en tout cas pour les personnes qui ne sont pas forcément dans l'école, avec nos référents d'avant, de nous élèves. C'est très difficile d'avoir des enfants assis pendant 6 heures devant nous. C'est illusoire de penser que ça existe. Ça n'existe pas, ça n'existe plus. Que ce soit en maternelle ou en élémentaire, et même au collège. Donc il a fallu trouver d'autres biais. Et cette proposition-là, elle est vraiment à titre expérimental. Et la cité éducative nous permet vraiment cette innovation pédagogique. C'est ce que nous avons fait à titre expérimental sur 2 classes, avec pourquoi pas l'idée de pouvoir équiper d'autres classes. Et la plus-value de APA, pour le coup, ça a été le suivi via l'intervention d'un enseignant. Et voilà, d'une personne de chez APA pour avoir aussi des relevés de mesures d'impact assez précis et d'avoir un accompagnement des enseignants dans cette nouvelle démarche, parce qu'il ne suffisait pas de mettre du matériel et voilà. Il fallait mesurer le temps d'activité, il fallait pouvoir aiguiller les enseignants sur la manière dont on pouvait l'utiliser, à quel moment. Et ça a été fait. Donc ça a été aussi, il y a un aspect de formation des enseignants
qui est ultra intéressant. Et là-dessus, on n'aurait pas pu le faire sans à pas de géant, qui est vraiment une plus-value là-dessus, hein. Vous travaillez avec différents partenaires locaux. On travaille la nutrition avec du coup évidemment des professionnels, diététiciens, nutritionnistes. Et on va chercher il y a une production de maraîchage locale Mm. pour fournir. Et j'ai l'impression que ça vient nourrir une forme de relocalisation de la communauté qui se soutient par elle-même, de nourrir un écosystème qui vient soutenir le développement de l'enfant, de l'adolescent et de la famille. Parce On- que Oui, je suis d'accord. On est sur une logique de territoire et aussi il faut mettre en avant la richesse du territoire. On a, alors, évidemment sur l'aspect culturel, parce qu'on a beaucoup de sollicitations sur l'aspect culturel, on a Paris à proximité, mais on a la possibilité aussi d'aller sur des sites de maraîchage, comme on l'a dit, sur des théâtres de proximité, que ce soit évidemment à Épinay, mais que ce soit aussi à Brunois, à Hyères, même un peu plus loin sur le théâtre de Sénart. Ça, c'est sur l'aspect culturel. On a des artistes du territoire de qualité et qui sont tout à fait en mesure de comprendre les attentes des personnels, des professionnels de l'éducation nationale, d'adapter. Voilà, on a notamment quelqu'un qui accompagne sur le savoir rouler à vélo, une association qui est basée à Rissorangis. Donc on est sur cette logique de territoire, mais aussi on peut faire appel à des personnes un peu plus éloignées. Mais en tout cas, on a un territoire riche sur toutes ces problématiques et à Pas de Géant, on est vraiment l'exemple, puisque on est à Pas de Géant à une proximité avec chaque école, avec le collège, avec le lycée. On est à moins de 400 mètres, je pense. Et voilà, il me semble que vous êtes totalement identifiés maintenant. Oui, je pense que voilà, on est sur le territoire depuis 2016, hein, puis on est de cœur aussi d'Épinay. Moi, j'ai toujours vécu sur l'agglomération. J'ai fait depuis le CM1, j'ai fait ma scolarité sur Épinay-sous-Sénart. Donc, c'est vrai que pourtant, j'ai jamais vécu à Épinay-sous-Sénart. J'habitais dans une ville voisine, mais par l'intermédiaire du sport, je suis arrivée sur Épinay. Annabelle est arrivée en tant que femme, que maman sur Épinay. Et voilà, a fait aussi plein de choses. Donc, c'est vrai que c'est un territoire qu'on a à cœur. On était dans une zone industrielle il y a 10 ans de ça. La maison de santé a ouvert, on a eu l'occasion de rentrer dans les locaux et c'est vrai que la maison de santé est quand même au centre du territoire. Elle relie voilà, le territoire plutôt de la plaine, plus des Gerbeaux, n'est-ce pas, quoi. Avant les Gerbeaux, qui est plus éloigné de l'autre côté de la départementale et plutôt le vieil Épinay. Donc c'est vrai que voilà, du fait aussi d'être dans les locaux de la maison de santé aide à être identifié. on a touché énormément de points et je pense qu'on a eu une discussion assez compréhensive, globale de l'affaire. Est-ce qu'il y a des points de nos partenariats, de projets qui sont faits ou qui sont à venir que vous n'avez pas touchés, que vous n'avez pas adressés encore et que vous voudriez adresser? On est toujours dans la réflexion et dans la construction de projets. Il y a eu actuellement, on est dans une phase d'appel à projet de la cité éducative pour sa première relabellisation, pour une programmation programmation 2026 avec des actions qui vont démarrer au mois de septembre. On est déjà dans cette construction. On avait un temps déjà samedi dernier. On aura des temps de commission technique auxquels vont participer à Pas de Géant, toujours sur nos problématiques des 16-25 ans, sur la problématique de prévention des risques, la problématique aussi de l'orientation des élèves, mais aussi sur la problématique des 0-3. Et voilà, à Pas de Géant assiste avec régularité à tous ces temps de construction, donc ils sont totalement en mesure d'analyser les besoins. Donc là, on est dans des nouveaux projets, des nouvelles envies, je répète, qui répondent à des besoins. On ne plaque rien à personne, sinon ça ne marche pas. Et voilà, on a quand même la chance d'avoir à Épinay des acteurs qui ne bougent pas trop. C'est-à-dire que les enseignants sur le premier degré, en maternelle, en élémentaire, pour 80% d'entre eux sont là depuis 10-12 ans. Ce qui n'est pas forcément le cas du collège et du lycée, puisqu'il y a un turnover, mais il y a quand même des personnes référentes dans ces établissements du second degré qui commencent à s'impliquer dans cette démarche de cité éducative, et notamment dans des actions développées par la maison de santé, mais plus précisément à Pas de Géant. C'est vrai qu'on a une vision globale. On est sur un territoire, mais on a un maillage départemental, régional, et
on a une vision multidimensionnelle, multi-solutions. Voilà, on a une connaissance de l'éducation nationale, on a une connaissance sur la santé, on a une connaissance sur le handicap. Donc du fait de pouvoir avoir un réseau, un maillage sur différents champs, et ben, on arrive, voilà, en fonction de ce qu'on entend, à répondre à des besoins, à se dire, ah bah là, ça serait intéressant de faire ça avec tel public pour répondre à tel besoin. Donc là, sur les projets de 2026, et ben, en échangeant sur les commissions, notamment sur les ateliers parents-enfants qui sont mis en place par la cité éducative, ben, on touche les familles, on touche les enfants, mais les enfants en situation de handicap ne viennent pas, et souvent, c'est des enfants qui n'ont pas de solution. Donc on s'est dit, bah, pourquoi pas cette année d'essayer d'ouvrir cette activité qui est maintenant bien identifiée sur le territoire et permettre à des familles avec des enfants en situation de handicap de pouvoir venir pratiquer une activité physique. Donc ça, par exemple, c'est un des projets de 2026. On ne sait pas s'il sera accepté, mais en tout cas, c'est une volonté de pouvoir le présenter. Et tout à fait. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'au fil des années, on s'est rendu compte que la cité éducative d'Épinay-sous-Sénart avait cette couleur particulière, cette spécificité de prendre en considération le handicap dans chacune de ses actions, dans chacun de ses projets. C'est un petit peu le fil rouge. On a cette identité qui est marquée, et malgré tout, on s'aperçoit qu'il y a des propositions qui sont faites, et je pense que c'est une proposition de notre partenaire. Il s'agit d'ateliers parents-enfants où on bouge tous les mercredis au COSEC. Il n'y a pas trop de propositions pour ces enfants qui sont un petit peu, qui sont en situation de handicap, que ce soit avéré ou pas. Donc là-dessus, on va travailler pour pouvoir proposer une solution, avoir une proposition qui soit adaptée. Mais réellement, on a ce fil rouge-là sur Épinay, ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres cités éducatives. Il y a 11 autres cités éducatives dans l'Essonne, mais nous, on a ce fil rouge-là, et à pas de géant a d'autant plus sa place dans ce contexte-là, et revêt une importance particulière pour nous tous, et ça va être un partenaire ultra efficace, et qu'on est très heureux d'avoir, et on peut en bénéficier depuis maintenant 3 ans. Donc on est très content de tout ça.